Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce jeudi 13 novembre. Nouvelle violation du cessez-le-feu dans la bande de Gaza par l'entité sioniste à l'heure où le mouvement palestinien Hamas réaffirme son engagement à poursuivre les recherches de dépouilles de captifs. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune, remercié par son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier pour le geste humanitaire qu'il a eu en répondant favorablement à sa demande de gracier Boualem Sansal. Le président somalien Hassan Sheikh Mohammed achève sa visite officielle de 3 jours en Algérie, couronnée par la signature de plusieurs accords de coopération entre les deux pays dans divers domaines. Et puis les développements de la situation en Libye et le rétablissement de la sécurité et de la stabilité de ce pays, évoqué à Alger par le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf et Anna Teta, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU et chef de la MANUL. Bonsoir à tous. 34 jours après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu dans la bande de Gaza, les autorités sanitaires palestiniennes ont indiqué ce matin que les corps de 2 martyrs ainsi que 5 blessés avaient été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 11 octobre, 260 Palestiniens sont tombés en martyrs et 632 autres ont été blessés, tandis que les corps de 533 martyrs ont été récupérés. Par ailleurs, depuis le 7 octobre 2023, le bilan des victimes de ce génocide s'est alourdi à 69 187 martyrs et 170 703 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Sur le plan politique, le mouvement de résistance palestinien Hamas a affirmé avoir achevé la première phase de son accord de cessez-le-feu avec l'entité sioniste, tandis que la deuxième phase et la future gouvernance de Gaza restent incertaines en raison des tensions persistantes. Le chef du Hamas, Oussama Hamdan, a par ailleurs qualifié l'accord de cessez-le-feu de simple accord préliminaire et non comme un règlement global ou définitif, affirmant que Hamas avait rempli ses obligations dans le cadre de la première phase, tout en mettant en garde contre les ambitions expansionnistes des responsables de l'entité sioniste qui menacent l'ensemble de la région. Pendant ce temps, la résistance palestinienne continue d'honorer ses engagements dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu en poursuivant les recherches de corps. Saraya al-Quds, la branche armée du mouvement djihad islamique, a annoncé avoir retrouvé ce jeudi la dépouille d'un captif au sud de Khan Younes. Au sujet du cessez-le-feu en vigueur depuis plus d'un mois dans la bande de Gaza, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, l'a qualifié de fragile et de peu respecté par l'entité sioniste, appelant à son strict respect afin d'ouvrir la voie à la mise en place d'une solution à 2 États. Guterres a aussi souligné que les opérations humanitaires à Gaza se poursuivaient malgré de nombreux obstacles. Le cessez-le-feu à Gaza est fragile, violé à maintes reprises, mais il tient. J'appelle donc fermement à ce que le cessez-le-feu soit pleinement respecté et ouvre la voie aux négociations de la deuxième phase, qui permettront de créer les conditions de l'autodétermination du peuple palestinien et de la solution à 2 États. Nous augmentons effectivement de manière substantielle notre aide humanitaire à Gaza, malgré certains obstacles et difficultés qui persistent.
Pour sa part, le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a affirmé qu'un mois après l'annonce du cessez-le-feu à Gaza, l'OMS continue de soutenir la reconstruction du système de santé de l'enclave palestinienne et l'évacuation médicale des patients nécessitant un traitement hors de l'enclave palestinienne. Un mois après l'annonce du cessez-le-feu à Gaza, l'OMS continue d'apporter son soutien à la reconstruction du système de santé gazaoui et à l'évacuation sanitaire des patients nécessitant des soins hors de Gaza. Au cours des 2 dernières années, l'OMS a soutenu l'évacuation de près de 8000 patients, dont plus de 5500 enfants. L'OMS a pris également en charge la coordination des évacuations médicales en mai 2024. Nous avons soutenu également 119 missions d'évacuation sanitaire. Dans une aujourd'hui, je suis soulagé par l'engagement dont font preuve les pays pour fournir des soins urgents à ces patients. Cependant, plus de 16 500 personnes, dont près de 4 000 enfants, attendent aujourd'hui d'être évacués. Je remercie les 30 pays qui ont accepté de prendre en charge des patients, mais nous demandons à d'autres pays d'en accueillir encore plus. Nous appelons également à l'ouverture de toutes les voies d'évacuation. Et dans ce cadre, la ministre canadienne des Affaires étrangères, Anita Anand, a réitéré l'appel de son pays en faveur d'un accès humanitaire sans restriction vers la bande de Gaza, tout en exprimant son soutien aux efforts américains pour instaurer la paix dans la région. Elle s'exprimait lors d'une conférence de presse à l'issue de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 en Ontario, au Canada. Et puis cet appel de journalistes italiens exhortant leur gouvernement et la Commission européenne à faciliter l'accès des médias indépendants à Gaza. C'était lors d'une conférence lors de laquelle ils ont également lancé une campagne de collecte de fonds pour acheter de nouveaux appareils photo et du matériel de reportage pour leurs collègues palestiniens dont le matériel a été endommagé ou détruit pendant la guerre génocidaire. Nous savons que leur matériel est enseveli sous les décombres. Il est donc de notre devoir de contribuer à ce qu'ils puissent être restitués aux survivants afin qu'ils puissent reprendre leur travail. Cela implique de poursuivre la collecte de fonds. L'une d'elles est menée conjointement par la Fédération internationale et la Fédération européenne des journalistes. Les sommes versées directement au fonds de la Fédération internationale sont ensuite transférées au syndicat palestinien pour lui permettre de mener à bien cette mission. L'autre campagne, déjà mentionnée dans le dossier de presse, s'intitule « Faisons entendre nos voix pour Gaza ». Cette initiative, lancée ici en Italie, vise à collecter des fonds qui seront une fois encore versés au fonds de la Fédération internationale, puis reversés au syndicat palestinien. Je crois qu'aujourd'hui, pour faire preuve de solidarité, nous devons agir correctement. Premièrement, permettre l'accès à l'information pour couvrir l'événement. Deuxièmement, continuer à donner et à collecter des fonds afin de redonner leur dignité à ceux qui exercent ce métier. Et c'est peut-être la seule façon de rendre hommage à ceux qui ont perdu la vie pour ce métier. Merci. E forse solo così restituiremo dignità a chi per fare quel mestiere ha perso la vita. Grazie. C'est un appel à autoriser les journalistes à entrer à Gaza. Les autoriser à entrer signifie vraiment les laisser entrer. Les journalistes n'ont jamais été à Gaza, un peu en Cisjordanie, mais les journalistes internationaux n'ont jamais été à Gaza, jamais. Gaza a toujours été une frontière pour l'information internationale. Je vous disais en titre, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu un message de remerciement de son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier pour le geste humanitaire qu'il a eu en répondant favorablement à sa demande de gracier Boualem Sansal. Steinmeier a souligné dans son message que ce geste humanitaire témoignait aussi de la qualité des relations et de la confiance entre l'Allemagne et l'Algérie.
Je vous disais également en titre, le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a achevé ce jeudi une visite officielle de 3 jours en Algérie à la tête d'une importante délégation. Cette visite a été couronnée par la signature de plusieurs accords de coopération entre les deux pays dans divers domaines, à l'issue des entretiens qu'il a eus avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune. D'ailleurs, et dans une déclaration conjointe avec son homologue somalien, le président algérien a affirmé que cette visite officielle en Algérie traduisait la volonté commune de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays et d'échanger les vues sur les questions d'intérêt commun. Le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a reçu ce jeudi à Alger Anna Teta, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU et chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye. Les consultations entre les deux parties ont permis d'examiner les développements de la situation en Libye à la lumière des efforts onusiens visant à amener ce pays à bon port, contribuant ainsi au rétablissement de la sécurité et de la stabilité et préservant la souveraineté, l'unité et l'indépendance de l'État libyen. À cette occasion, l'envoyé onusienne a tenu le ministre d'État a informé des étapes adoptées dans la feuille de route onusienne soumise au Conseil de sécurité le 21 août dernier et des objectifs qu'elle comprend concernant la préparation d'un cadre juridique des élections, l'unification des institutions exécutives et l'organisation d'un dialogue national inclusif en préparation des élections présidentielles et parlementaires. De son côté, Ahmed Attaf a réitéré le soutien de l'Algérie aux efforts onusiens, soulignant l'impératif de l'organisation des élections en tant que seule voie pour sortir de la crise actuelle, tout en réaffirmant le rejet par l'Algérie de toute forme d'ingérence étrangère dans les affaires intérieures libyennes. La rencontre a permis également au ministre d'État de tenir l'envoyé onusien informé des conclusions de la réunion ministérielle consultative du mécanisme tripartite des pays voisins de la Libye, tenue à Alger le 6 novembre dernier. Et transition toute faite pour évoquer justement les constantes de la diplomatie algérienne en faveur d'une Afrique prospère, fidèle à ses principes historiques. L'Algérie continue de déployer une diplomatie de paix et de solidarité envers les autres pays du continent africain, en multipliant notamment les initiatives de médiation, de soutien humanitaire et de coopération, tout en défendant ardemment la souveraineté des États africains. Leïla Guertal. L'Algérie et sa profondeur africaine, une notion, un concept, non, une vérité. L'Algérie n'a jamais cessé de travailler pour le continent auquel elle appartient. Depuis le premier moment et les premières heures de l'éveil de l'Afrique et son aspiration à la liberté et à l'affranchissement du joug de l'esclavage et du colonialisme, voilà la caractéristique première qui marque l'Algérie. Après avoir longtemps été la Mecque des révolutionnaires et l'exemple de la lutte contre les forces impérialistes de l'époque, l'Algérie n'a jamais cessé de travailler sa diplomatie conformément à sa ligne de conduite en faveur des causes justes du droit international et du non-alignement. Le rôle d'équilibre joué avec brio par l'Algérie ne lui a pas toujours valu que des amis. La diplomatie algérienne a brillé, que ce soit dans le soutien au mouvement de libération en Afrique ou par la promotion de la paix, de la stabilité et de la coopération sur le continent. Une diplomatie mettant en exergue souvent la coopération sud-sud en plus de sa politique de non-alignement. Une position donc qui lui a permis de maintenir des relations étroites avec les pays africains. Médiatrice de haut niveau dans les conflits, l'Algérie compte à son palmarès le règlement de la crise, notamment au Mali en 2015 avec les accords d'Alger, en Libye avec la collaboration de l'Union africaine et des Nations unies. Ce même rôle joué également en Somalie en contribuant à la construction du pays par des opérations de maintien de la paix dans le cadre de l'AMISOM africaine, sans oublier l'effacement des dettes des pays africains à très faible revenu. Autant d'exploits diplomatiques qui attestent du travail sérieux et continu et surtout discret de la diplomatie algérienne et son engagement dans son identité géographique et historique africaine.
du modèle et d'exemple pour les pays colonisés à son engagement dans le non-alignement à la défense des causes justes, l'Algérie est passée au rôle de pays fédérateur, un pays qui sert d'exemple pour les pays africains épris de liberté et surtout de développement. On atteste de cela la 4e édition de l'IATF organisée en Algérie, une réussite du témoignage de tous les pays participants africains. Dans la discrétion, dans l'humilité, l'Algérie n'a jamais cessé de jouer son rôle clé dans la promotion de la paix et de la stabilité, démontrant au fil du temps qu'elle n'était pas un pays expansionniste, mais surtout une force fédératrice. Dans l'actualité également, coopération algéro-belge, l'ambassadeur d'Algérie en Belgique, Mohamed Amin Benchelif, a présenté aux représentants des autorités belges le potentiel économique de l'Algérie ainsi que les perspectives de coopération algéro-belge et les opportunités d'investissement aussi dans le pays à l'occasion de la célébration du 71e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de libération. La cérémonie a réuni des représentants des autorités de Belgique et du Luxembourg, des institutions européennes ainsi que des organisations internationales et régionales à Bruxelles. En réalité, je ressens une immense fierté, un grand honneur et une profonde joie de participer aujourd'hui à la célébration de la fête nationale algérienne marquant le 71e anniversaire de la glorieuse révolution algérienne. L'Algérie a toujours été un symbole de l'arabité, de la résistance et de la solidarité avec ses frères arabes. L'Algérie, nous aimons beaucoup l'Algérie et nous essayons de travailler à une revivification des relations bilatérales un peu dans tous les domaines, le domaine économique, le domaine de l'énergie. Et donc nous sommes allés faire une mission de reconnaissance. Nous avons extrêmement bien accueilli par le ministre des Affaires étrangères, M. Attaf. Félicitations à l'Algérie à l'occasion de sa fête de l'indépendance. Je comprends que l'Algérie a lancé sa révolution en 1954 et a obtenu son indépendance en 1962. Alger abritera la conférence ministérielle africaine sur la production locale de médicaments et de technologies de la santé, et ce du 27 au 29 novembre prochain. Lors d'une conférence de presse, le ministre algérien de l'industrie pharmaceutique, Wassim Rouidri, a précisé que cette première édition organisée avec l'OMS permettrait de passer en revue les moyens de renforcer la production de médicaments en Afrique et de développer le secteur de la santé dans le continent. Dans cette rencontre au cours de laquelle nous allons annoncer officiellement le lancement de la promotion de la conférence ministérielle africaine sur la production locale de médicaments et de technologies de la santé en Afrique, qui sera accueillie par l'Algérie et soutenue par le haut patronage du président de la République, Abdelmajid Tebboune, et qui se déroulera du 27 au 29 novembre. Ce rendez-vous, qui réunira différents acteurs nationaux et internationaux, reflète la volonté politique de l'Algérie de renforcer la coopération intra-africaine dans le but d'atteindre la souveraineté en matière de santé dans le continent africain et la construction d'une infrastructure de santé et pharmaceutique à la hauteur des besoins des populations. L'Algérie produit déjà 82% des médicaments nécessaires dans le système de santé localement. Donc vous voyez la différence avec l'objectif d'atteindre 55% à l'horizon 2035 et l'Algérie aujourd'hui produisant déjà 82% des médicaments utilisés dans le pays. En plus de cela, l'Algérie a à peu près 250 unités de production pharmaceutique. Autre événement majeur que l'Algérie s'apprête à accueillir, la 4e édition de la conférence africaine des start-up prévue du 6 au 8 décembre prochain à Alger, qui verra la participation de plus de 200 exposants et investisseurs d'Afrique. Et d'ailleurs, cela a fait l'objet d'une conférence de presse ce jeudi animée par le ministre algérien de l'économie, de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises, Nourdine Waddah.
L'African Startup Conference, en même temps, elle a un côté purement politique, et nous avons vu ça. Le sommet ministériel, dès sa première édition en 2022, a promulgué la feuille de route d'Alger. Et cette feuille de route d'Alger en 2023 a été adoptée officiellement par l'Union africaine. Donc, le côté politique, l'Algérie continue à l'idée ce côté-là. Et chaque édition, il y a une mise à jour de la feuille de route d'Alger, des nouvelles mesures. En même temps, l'édition, c'est une occasion pour s'étaler sur ce qui a été réalisé par les pays africains durant toute l'année. Mais en même temps, on essaie d'avoir une feuille de route dynamique qui est mise à jour à chaque fois durant la conférence africaine, durant le sommet ministériel. Aujourd'hui, nous avons des étrangers, des étudiants africains qui ont des startups qui tournent en Algérie. Nous, toute entité morale de droit algérien qui contribue à faire avancer l'innovation, contribuer à l'économie du pays, marhaba biha. Donc nous ne faisons aucune distinction par rapport aux fondateurs, que ce qui soit algérien ici, algérien établi à l'étranger, marhaba bihom, et ils sont présents en force dans notre base de données, et même les étudiants africains ou les compétences africaines. Aujourd'hui, l'innovation est un challenge global, est un challenge mondial, et donc on ne peut pas parler de nationalité quand on parle d'innovation. Et lors de ce même point de presse, Nordine Waddaha a souligné que le Rwanda sera l'invité d'honneur de cette édition, eu égard aux progrès notables réalisés par ce pays en matière d'innovation numérique. Chaque année, la conférence africaine des startups choisit un pays d'honneur pour le mettre en avant et puis, encore une fois, pour améliorer la relation entre l'Algérie et ces pays-là. Donc cette année, la conjoncture actuelle fait que si on veut parler de technologie de l'information et de la communication, le Rwanda, c'est l'un des pays africains qui a fait les plus grands pas en termes de digitalisation. Et je pense que vous n'êtes pas sans savoir le focus et l'importance que M. le Président de la République donne à la généralisation de la digitalisation en Algérie. Donc le Rwanda est l'un des pays les plus digitalisés en Afrique et nous avons intérêt à travailler main dans la main avec les pays africains qui ont réussi dans certains domaines pour qu'on puisse faire avancer ce qu'on veut, ce qui est stratégique pour nous. L'objectif, c'est de faire rencontrer les policy makers avec les champions de la technologie et qu'on puisse ensemble débattre à bâton rompu et de manière très franche comment on fait que le continent africain devient un vivier de technologies développées en Afrique, par les compétences africaines. Le deuxième mécanisme, et a été cité aussi dans la présentation, c'est le GPLP Summit. En fait, le GPLP Summit, c'est pour la première fois qu'on le fait en Algérie. C'est une rencontre entre les institutions financières, Banque africaine, Banque mondiale, Afreximbank, la Banque islamique, les plus grandes institutions africaines, avec ce qu'on appelle les GP, les General Partners, c'est les entreprises de gestion de fonds. Ça veut dire qu'il faut comprendre une chose aujourd'hui. Dans le mécanisme mondial de financement de start-up, vous avez les fonds d'investissement, vous avez les entreprises de gestion et vous avez les start-up. Et donc, très souvent, les fonds d'investissement ne dealent pas directement avec les start-up. Ils passent par des entreprises de gestion de fonds. Et donc, ce sommet, qui est GPLP Summit, qui va avoir lieu en Algérie et qui rassemblera des dizaines d'institutions financières et des dizaines de GP, de gestionnaires de fonds, dont certains sont algériens, il permettra, de manière très pragmatique, de prendre le lead et de décider la création de fonds ici en Afrique pour financer les startups africaines. Dans l'actualité également, les forces armées soudanaises ont affirmé avoir repoussé une attaque de drones lancée par les forces de soutien rapide contre la ville de Méroé. Un barrage, un aéroport et le siège du quartier général de l'armée près de Khartoum ont été pris pour cible. Tous les drones ont été détruits avant d'atteindre leur cible selon l'armée soudanaise. Et au sujet de la situation en Soudan, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a appelé à l'arrêt des livraisons d'armes au FSR, estimant que le problème fondamental était que les forces de soutien rapide s'engagent puis ne respectent jamais leurs engagements. Rubio a aussi appelé à faire pression sur les pays qui les soutiennent. Je pense qu'il faut absolument couper les armes et le soutien dont bénéficient les RSF dans leur progression. Le fait que les organisations humanitaires nous signalent des niveaux de malnutrition et de souffrance sans précédent chez les personnes ayant réussi à fuir est révélateur. Elles ont constaté des choses inédites. Et plus inquiétant encore, elles n'ont pas accueilli autant de réfugiés qu'escomptés, car elles supposent que beaucoup sont morts ou si malades et malnutris qu'ils ne peuvent plus se déplacer. La situation est effroyable.
Dans le conflit russo-ukrainien, le Kremlin affirmait que l'Ukraine devrait négocier avec la Russie tôt ou tard et a estimé que la position de négociation de Kiev se détériorait de jour en jour. Moscou accusant les autorités ukrainiennes de refuser d'engager des pourparlers de paix. En l'absence de possibilité de poursuivre le dialogue, nous continuerons bien entendu l'opération militaire spéciale afin d'atteindre les objectifs fixés par le commandant en chef et le président. Face à ces déclarations, la partie ukrainienne doit savoir que tôt ou tard, elle devra négocier, mais dans une position bien plus défavorable. La Russie aspire sincèrement à la paix. Elle est disposée à résoudre la question ukrainienne par des moyens politiques et diplomatiques. Mais faute d'une telle opportunité, le régime de Kiev fermant la porte à toute discussion, nous poursuivons notre opération militaire spéciale. Notre priorité absolue est de garantir nos intérêts, la sécurité des générations futures et d'accomplir les missions qui nous incombent. Allez, on termine avec un mot de sport. Football, en préparation à la Coupe d'Afrique des Nations. La sélection algérienne vient tout juste de s'imposer 3-0 face à son homologue du Zimbabwe au stade du Prince Abdallah Al Faisal en Arabie Saoudite. Le score plutôt est de 3-1. Les Zimbabwéens qui viennent d'inscrire un penalty, donc juste avant le coup de sifflet final. Le stage de la sélection se poursuit, la sélection algérienne qui aura un match face à l'Arabie Saoudite prévu le 18 novembre prochain. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.